Vous avez très bien fait le choix de rester avec nous, chers amis téléspectateurs, sur Afro Web TV, sur FM Liberté, Moïse Agbegny Gansebois. Nous allons disséquer cette thématique qui fait bon ménage en ce moment où la diaspora ne sera pas en réserve. Merci infiniment à vous. Je suis avec aujourd'hui par duplesse deux invités de marque, monsieur Léandre Apom, analyste politique et défenseur des droits de l'homme, professeur Pini Pini, consultant politique. Merci tous deux d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Alors, la thématique qui nous concerne, c'est par rapport au Fonds monétaire international qui a alerté le Sénégal sur une dette cachée de 7 milliards de dollars accumulés entre 2019 et 2024. Ce montant a été dissimulé par les autorités de l'ancien président Macky Sall, et ce qui a confirmé donc les conclusions de la Cour des comptes sénégalaise. Vous connaissez déjà l'actualité. Vos premières réactions, professeur Pinipini? Bon, disons que ce n'est pas étonnant de la part de l'ancien exécutif du président Macky Sall qu'il y ait eu des détournements massifs de l'argent public. Parce que c'est de cela qu'il est question dans cette dette-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des détournements et par conséquent, donc il y a eu comme ça de fraude, une fraude et surtout un essai même de masquer, les dépenses publiques en vue de détournement. Donc je crois que c'est ça pour moi et que le PASTEF, le gouvernement actuel qui est celui du PASTEF, ait dénoncé cela, disons, ait remarqué ça. Ça ne fait que confirmer en fait ce qui était son cheval de bataille par rapport au pouvoir de Macky Sall. Parce qu'il faut savoir que le PASTEF a été créé surtout pour dénoncer, dans le cadre de dénonciation, notamment de Ousmane Sonko, contre des détournements de l'argent public de la part des pouvoirs de ceux qui étaient là en place. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu cette adhésion populaire en faveur de son mouvement qui est devenu le parti que nous connaissons, qui a gagné les élections maintenant. Donc pour moi, donc, nous sommes dans la continuité d'une action militante, citoyenne, qui est devenue une action politique maintenant, et pour que le Sénégal puisse être mieux géré, nous espérons. Donc maintenant, l'ancien pouvoir avait essayé de nier l'évidence, mais je crois que ça a été confirmé par les gens les agents du Fonds monétaire international que ce que la Cour de compte du Sénégal avait affirmé n'était pas faux, était tout à fait exact, qu'il y a eu ces détournements-là, disons qu'il y a cette dette-là, on va dire pour moi c'est un détournement, et il y a un déficit très grave du budget de l'État. Donc, je veux dire que maintenant, nous savons très bien comment est-ce que le Sénégal a été géré. Parce que quand on a vu toutes ces dépenses, notamment tous ces appareils, tous ces véhicules qui ont été achetés pour la répression de la population, des véhicules pimpants neufs avec des moyens, même des moyens létals excessifs, qui montrait très bien qu'il y avait il y avait une source, dont la source c'était l'argent public qu'on a maquillé comme si il n'y avait rien n'était fait, mais on voyait bien que effectivement l'argent a été mal utilisé, l'argent public, et donc il faudrait qu'ils puissent répondre de leurs actes, l'ancien pouvoir du président Macky Sall et de ses collaborateurs. Alors, très rapidement, comment est-ce qu'on en arrive là? Quelles sont vos premières analyses, monsieur Léandre Apom? Comment on en arrive là? Attends, le pouvoir rend fou des fois. Et surtout quand on arrive au pouvoir et qu'on a donné l'impression comme si on était un saint. Voilà, ça nous donne les coudées franches pour faire ce qu'on veut. Parce qu'on se dit qu'on a la confiance du peuple. Il est arrivé en tant qu'opposant au pouvoir, opposant de Abdoulaye Wade. Donc, il avait la confiance du peuple. Et il avait mis en place donc des programmes de développement. Il ne faut pas ignorer cela. Il a mis en place beaucoup de projets et donc il a fait beaucoup de surfactures pour pouvoir engranger une grosse somme. Et 7 milliards de dollars, c'est énormissime comme vol
je crois que moi, je ne suis pas étonné parce que il y avait donc Sonko qui avait d'abord, aux premières heures, sonné l'alerte et il n'avait pas été écouté. Une grande masse de la jeunesse l'avait soutenu. Je parle de Sonko. Et donc, aujourd'hui, nous avons les confirmations, une double confirmation, d'abord par la Cour des comptes et ensuite par les institutions de Bretton Woods. Donc, je crois que aujourd'hui, plus que jamais, Sonko est confirmé dans sa démarche de dénoncer et de prendre le pouvoir afin d'assainir donc les fonds publics. Et je crois que c'est ce qui est fait et ça lui donne le crédit total parce que il avait d'abord sorti un livre dans lequel il avait dénoncé tout cela. Aujourd'hui, la Cour des comptes confirme Ousmane Sonko, les institutions de Bretton Woods confirment la Cour des comptes. Et je crois qu'il y a également les institutions de notation américaines qui ont classé, je crois, le Sénégal au niveau du B2, je crois, B2, ce qui veut dire que il B, va du B, bientôt, oui, du sont B, passés mais de il y a au niveau B2 du B, à B. ils sont passés du B2 à B. Donc là, ils vont maintenant, s'ils tombent dans C, c'est fini, ils n'auront plus de prêts, ni des États-Unis, ni de beaucoup d'institutions de financement. Donc, vous voyez que moi, je n'ai pas été surpris parce que même quand j'ai suivi l'actualité il y a quelques années, où le fils de Macky Sall qui vivait une vie de princière, Macky Sall était obligé d'intervenir pour défendre son fils. Voyez, donc l'alerte était déjà depuis bien longtemps sonnée, mais étant donné qu'ils avaient les moyens d'État, ils sont passés par les répressions pour faire taire tous ceux qui voulaient, voilà, pointer du doigt le pouvoir de Macky Sall. Mais, vous voyez, on dit que le mensonge utilise l'ascenseur, la vérité utilise l'escalier, mais arrive toujours à destination. Et c'est ça aujourd'hui. Tout est éclaté et c'est sans appel. Je ne crois pas. J'ai entendu Macky Sall dire que lui, il n'a pas peur de la justice et que au premier abord, il avait dit que ce sont que c'est une mascarade. Là, le clou est enfoncé et je crois il n'a plus le choix que de se mettre à la disposition de la justice sénégalaise pour faciliter les choses. Justement, qu'on en arrivera là, mais quelle est la leçon qu'on pourrait tirer donc de ce qu'on voit aujourd'hui au Sénégal par rapport aux autres pays qui peut-être passeront par ce même chemin, monsieur professeur Pinipini? Oui, aujourd'hui, pourquoi en fait l'Afrique stagne-t-elle? Quel est le grand problème qui empêche l'Afrique d'être comme les autres peuples dans les autres pays ou les autres à travers le monde? Mais le grand problème qui mine l'Afrique, c'est le problème de l'impunité. C'est ça le grand problème. Donc, que moi je suis au pouvoir, je fais ce que je veux. Or, l'impunité, mais c'est la continuité de la colonisation. C'est ça le grand problème. La colonisation, c'est quoi? C'est vraiment c'est le régime, le règne de l'impunité absolue sur des peuples à qui vous confisquez la liberté. Donc là c'est tout le problème. C'est ça le grand problème avec de la colonisation. Et nos pouvoirs actuels dans toute l'Afrique sont des pouvoirs qui sont comme ça, qui suivent cette ligne, ce paradigme colonial de vivre dans l'impunité totale, donc de se moquer de nos peuples, et de les piétiner, de les considérer comme rien du tout, et par conséquent de passer outre. Vous savez, dans beaucoup de pays, on organise des élections à coût de milliards de dollars pour que la voix du peuple ne soit même pas entendue. Le peuple va voter, le peuple vote quelqu'un, le peuple s'exprime, et on passe outre comme si le peuple n'existait pas, la voix du peuple ne compte pas, on fait ce que l'on veut. On a entendu des choses incroyables, même au Congo Kinshasa, là, l'ancien président de la cour, de la commission électorale indépendante, là, qui a utilisé des milliards
pour organiser des élections, vient dire carrément que celui qui avait été proclamé n'était pas celui qui était arrivé en tête des élections, c'est plutôt le second. Vous imaginez? Donc, pourquoi? Mais parce que chacun fait ce qu'il veut. Il est président de la commission électorale indépendante, il fait ce qu'il veut. Il est président de la République, il fait ce qu'il veut. Il est Premier ministre, il fait ce qu'il veut. Donc chacun fait ce qu'il veut. C'est l'impunité totale. C'est ça qui tue l'Afrique. Donc ce que nous avons aussi au Sénégal, c'est la même chose, c'est l'impunité. Le président Macky Sall, ben, il est président, il n'a rien au-dessus, le peuple, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, l'argent, c'est son argent, l'argent qui est venu c'est même sa poche. Donc voilà, c'est ça le grand problème que nous avons. Donc pour dire, ça c'est le problème de l'Afrique entière. Peut-être que l'AS va essayer de montrer autre chose, vraiment c'est notre espoir, mais sinon, partout ailleurs, c'est pareil, les gens, ils vivent dans une impunité sans pareil. Ça ne peut jamais marcher, ça ne marchera jamais. Tant que l'impunité va continuer, il n'y aura jamais de développement, il n'y aura jamais de justice, il n'y aura rien du tout. Donc l'Afrique va stagner et nos populations vont disparaître petit à petit, parce que c'est vraiment ça qui est en ligne de mire. Parce que quand un peuple, un pays n'avance sur aucun domaine, mais finalement, ce qui va arriver, c'est que la population elle-même va dépérir petit à petit. Parce que la population va vivre dans une telle misère qu'elle ne pourra pas y faire face. Et c'est ce que nous voyons dans tous nos pays, la population croupie dans la misère. Pourquoi? Parce que il y a quelques personnes qui sont là, voilà. Le problème de l'Afrique, c'est le problème des dirigeants, des mauvais dirigeants qu'on a partout dans toute l'Afrique. C'est ça le grand problème. Ils sont des coloniaux. Pour moi, ce sont des colonialistes. Un colonialiste, c'est un mauvais dirigeant. Il ne peut pas diriger un peuple. Comment veux-tu? Or, ils sont dans cette ligne-là colonialiste. Ça ne peut pas marcher. Donc, le président Macky Sall, comme les autres, là, pour moi, sont dans cette ligne-là. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ils vivent dans l'impunité totale. J'espère que les acteurs, les autorités du Sénégal ne vont pas vivre dans cette impunité-là, parce que sinon, ça sera pareil. Hein. Ce sera pareil, vous l'avez dit. Alors, comment faire pour éviter cet épiphénomène, si je peux le dire ainsi, M. Léandre Apom? Oui, Macky Sall, avec tous les charges portées contre lui, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, et faux en écriture, et fraude fiscale et tout ça, vraiment, je crois que, comme le professeur l'a dit, il va falloir qu'il y ait donc des institutions fortes, des institutions indépendantes et fortes, qui sont indépendantes. Ce qui est dommage, c'est que pour continuer par nourrir l'impérialisme, il faut donc encourager des chefs d'État corrompus, il faut les corrompre, il faut semer la guerre, il faut semer la zizanie, il faut rendre les élections frauduleuses, compliquées, afin donc de pouvoir continuer par nourrir l'Occident. Parce que c'est à travers ce trouble, ce chaos africain que l'Occident continue par se nourrir. Dès que les institutions africaines seront rendues plus fortes et plus indépendantes, je crois que un dictateur, un corrompu à la tête, ça va passer par un grand tamis. C'est-à-dire que ça va être vraiment tamisé avant d'accéder au pouvoir. Et les institutions seront à la loupe des moindres gestes, des moindres faux pas de ce chef d'État-là. Donc, je crois que ce qu'il faut encourager aujourd'hui, c'est d'éduquer la conscience citoyenne des autorités, en tout cas des futurs candidats aux élections présidentielles, et sur l'importance de la transparence, sur l'importance de la dignité humaine, parce que aujourd'hui, Macky Sall devient ce sale malpropre voleur qui fuit. Et ce n'est pas joli à voir et à entendre pour un homme de cette carrure-là. Je crois que aujourd'hui, plus que jamais, comme le professeur l'avait dit, ce n'est pas que le Sénégal, c'est beaucoup d'autres pays africains qui sont dans cette situation. La corruption érigée en mode de gouvernance, le népotisme, la gabégie et tout le reste, c'est encouragé par donc l'Occident qui proclame les droits de l'homme, la démocratie et tout le reste. C'est bien dommage, mais il faut comprendre que ils ont besoin de ce chaos africain-là pour toujours se nourrir.
Et c'est aux Africains de prendre conscience de cette réalité et de divorcer avec ce qui se passe et d'installer des institutions plus fortes. Je crois que Ousmane Sonko et son compagnon sont à pied d'œuvre pour renforcer les institutions au Sénégal. Et je crois que c'est pareil au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. C'est le même souhait que j'envoie à ces pays-là. Je crois qu'il y a quand même des États africains qui font l'effort, des États surtout de l'Afrique australe qui font l'effort, et même du Ghana à côté, qui font cet effort-là d'être transparents et d'assainir donc les fonds publics afin donc de permettre les dilapidations et le népotisme et la corruption et la gabégie. Je crois que ces pays-là servent d'exemple et devraient servir d'exemple pour les candidats à la corruption, des candidats au népotisme, des candidats à la gabégie. Ce sont en tout cas un ensemble de vœux pieux, je le sais, mais si on prend conscience de la pauvreté de l'Afrique, des gens devront donc se rendre compte que l'Afrique doit être la première préoccupation. Le peuple doit être la première préoccupation et non la servitude volontaire d'un maître extérieur. La grande question qui se pose aujourd'hui, que faire dans ces circonstances? Quelle est la solution, monsieur professeur Pinipini? Oui, pour moi, il n'y a pas mille solutions. Nous devons quitter la colonisation. Nous devons quitter le système colonial. Nous devons quitter le régime colonial. Nous devons quitter le modèle colonial. C'était un mauvais modèle. C'était un mauvais modèle. Nous ne pouvons pas continuer avec ce modèle-là. Moi, j'ai entendu avec un peu de tristesse qu'au Niger, dans la refondation maintenant qu'ils veulent faire, ils ont un conseil de chefs coutumiers là, ou traditionnels, qui est un conseil à part. Mais ce conseil-là va faire. Moi, je comprends pas. Donc, pour moi, si les chefs traditionnels doivent être un conseil à part en train de regarder l'action qui est faite. Mais ceux qui sont là, qui est fait, mais ceux qui sont là, qui vont mener l'action sur quel modèle? C'est le modèle colonial alors. Donc on va répéter la même chose. Moi, je trouve que notre système politique doit revêtir notre ancestralité. Et nos chefs d'État doivent être des chefs d'État dans l'ancestralité africaine, dans la tradition africaine. Nos ministres doivent être des ministres dans la tradition africaine. Nos généraux doivent être des généraux dans la tradition africaine. Il n'est pas question de mettre la tradition africaine comme une vitrine, quelque chose dans la vitrine, on va regarder de loin, et puis nous, on agit comme nos maîtres coloniaux. Ça ne marchera jamais. Donc, moi, je demande même à nos amis du Niger, que j'aime beaucoup, de revoir ça. Il ne faudra pas qu'il y ait un conseil des chefs coutumiers en vitrine qu'on va voir là-bas au loin, mais que plutôt qu'on puisse investir pour toute l'action politique, pour toute l'action économique, pour toute l'action juridique, pour toute l'action sociale qui va être menée au Niger, que ça soit sur la vision de nos ancêtres, uniquement. Ce n'est pas autre chose. Nous n'avons pas besoin. Les restes, nous pouvons emprunter s'il le faut. On va aller voir ce qu'il faut pour pouvoir améliorer ceci ou cela. Mais nous ne pouvons pas partir sur une base étrangère pour pouvoir diriger nos pays. C'est là le grand problème que nous avons, y compris au Sénégal. Donc, si on va continuer à gérer comme on gère maintenant, ça ne marchera jamais non plus. C'est une gestion pyramidale, tout se décide à partir de Dakar, et puis les autres là doivent avoir des miettes. La gestion doit être une gestion à la base, la gestion économique, la gestion politique doit être une gestion à la base. Il faudra que nos villages peuvent s'autogérer. Ils peuvent avoir l'argent, ils vont construire des infrastructures dans des villages qui vont être des villages modernes et modernisés. Nos villages peuvent se transformer en villes, en véritables villes. Nous avons besoin de construire des villes sur le modèle africain, à partir de nos villages africains, et non pas ces villes coloniales dans lesquelles nous venons, les gens viennent s'agglutiner là pour mourir, des gens viennent, il y a des foules de personnes qui ne savent comment vivre là-dedans. Au contraire, nous devons maintenant faire que nos villages vivent et que les gens puissent respirer, et que nous puissions transformer nos villes en villes africaines où on vit
et non pas ces villes où nous venons tout simplement pour venir chercher, pour venir accompagner les gens et mourir. Donc moi, je trouve que ce que nous devons faire maintenant, c'est cela, c'est revenir à notre modèle ancestral. Et il est là, il existe. Nos villages existent, nos chefs, ce que nos ancêtres nous ont appris, ça existe là. Appliquons-le dans nos pays. Appliquons-le. Et les choses vont se passer comme il faut. Moi, je suis certain que les choses se passeront. Parce que si le peuple attend, notre peuple ne veut pas autre chose que continuer comme nos ancêtres nous ont laissé. Pourquoi nous voulons absolument poser à notre population ce qu'il n'a jamais souhaité. Moi, j'entends nos jeunes qui proclament que 1960, ce n'était pas l'indépendance, c'était l'indépendance factice, ceci, cela, la vraie indépendance, c'est maintenant. Moi, je dis qu'on doit être sérieux. Je crois qu'il faudrait bien qu'on puisse corriger cela. Hein. Ce n'est pas possible. 1960 n'est pas venu comme ça, n'est pas tombé du ciel. C'est tout un processus. Ça a été une lutte. Or, les gens ont lutté pendant des années, depuis 1930, 1935, 1940, 50, jusqu'à arriver 1960, pour changer, pour chasser la colonisation, pour qu'on puisse être dans nos pays, sur le modèle de nos ancêtres. C'est pour cela que les gens ont lutté pendant des décennies. Alors, on arrive à 1960, ceux qui prennent des pouvoirs là-bas, ce sont des coloniaux, des jouisseurs, ils ne veulent que jouir. Ce qui les intéresse, ce sont des voitures, ce qui les intéresse, ce sont des costumes, des cravates, ce qui les intéresse, ce sont des avions, c'est manger, boire, c'est le champagne. Alors, c'est comme ça que les pays ont reculé à cause de ces gens-là, mais ce n'est pas à cause de ceux qui ont lutté. Donc moi, je demande notre position maintenant, revenir à cette lutte-là, à cette lutte-là, qui a été une lutte de tout le temps, de tous les efforts de tout le monde pour que l'Afrique puisse changer. Et que ceux ici qui ont pris le pouvoir, justement, sur le modèle colonial, qu'eux doivent être mis à la porte de toute façon. Il faudra que les Sonko et les autres là qui sont au Sénégal, qui puissent renoncer à ce modèle-là, total, là, ne pas tergiverser, mais aller avec le peuple et rebâtir, et refonder cette nation sénégalaise à partir des valeurs de nos ancêtres. Cheikh Anta Diop nous l'a dit. Cheikh Anta Diop, c'est quand même un Sénégalais qui a montré, qui a fait des études, qui a montré que le modèle qui convient à nos pays, c'est le modèle de nos ancêtres. C'est un Sénégalais qui l'a dit. Et nous tous, nous sommes d'accord avec ça. Donc, pour répondre à votre question et terminer sur ça, revenons à notre modèle ancestral, revenons à ce que nos ancêtres nous ont laissé, à ce que notre peuple attend, à ce que notre peuple souhaite. Donnons à notre peuple la place qui lui revient, que notre peuple puisse se prendre. C'est un peuple, ce sont des gens qui ont des cerveaux, qui savent réfléchir dans des villages, qui savent bien. Il ne faut pas que nous puissions continuer avec ce modèle colonial qui consiste à nous minimiser, à nous présenter devant tout le monde comme étant des petits-enfants. Nous devons arrêter avec ça et laisser notre peuple revenir, notre peuple continuer et bâtir son propre pays parce qu'il a les moyens et il a l'intelligence. Merci, professeur. Monsieur Léandre Apom, la grande question, loin de nous donc l'idée de mettre le couteau dans la plaie, nous devons trouver en tant que diaspora la solution et c'est pour ça que nous vous invitons le plus souvent. Dites-nous quelle est la solution, que devons-nous faire et quelle est la bonne procédure? Solution, bonne procédure, je ne peux pas exactement le dire, c'est en fonction donc des réalités de chaque pays africain. Mais je crois que l'idéal fondamental, c'est de voir l'Afrique se libérer. Et pour cela, je crois que il faut et avant tout continuer par éduquer la conscience citoyenne de la jeunesse africaine, cette jeunesse qui est la relève de demain. Il faut donc continuer par éduquer cette jeunesse-là sur les valeurs fondamentales de l'Afrique, d'abord, parce que le modèle occidental n'a pas été toujours un bon modèle pour nous. Nous avons nos réalités, nous avons nos pratiques, et donc notre développement devra se baser sur les réalités africaines, sur les façons de voir et de faire africaines, sur la culture africaine, sur les croyances africaines.
et non sur les façons de voir, les façons de faire d'autres cieux, c'est-à-dire surtout de l'Occident. Et ça n'a jamais marché pour nous. Il va donc falloir que nous puissions réfléchir à comment ajuster le développement de l'Afrique sur les valeurs africaines et éviter donc la déshumanisation, l'infantilisation que l'Occident a imposé et continue d'imposer à l'Afrique. Parce que ce modèle fait de nous donc des enfants qui ont toujours les mains tendues vers l'Occident. Et c'est ce travail qui doit être fait de conscientisation, de sensibilisation, de mobilisation, afin de faire prendre conscience aux dirigeants actuels et à la jeunesse de cette réalité-là et donc de changer de paradigme. Et nous n'avons pas besoin de maîtres. On a connu des maîtres et on a vu donc les conséquences que cette domination a fait à l'Afrique, des conséquences néfastes qui ne vont certainement pas quitter nos esprits de si peu ou de si tôt. Il va donc falloir que la première solution, c'est la prise de conscience de cette réalité-là. Et le développement de l'Afrique doit se baser sur les pratiques africaines, sur les réalités africaines, sur les croyances africaines, sur la culture africaine, sur les façons de voir et de faire africaines. Une fois que nous sommes convaincus de cette réalité, nous pouvons donc mettre en place des institutions qui sont calquées sur l'essence africaine. Et c'est à partir de là que le développement va se développer. Pas nécessairement le capitalisme, pas nécessairement le socialisme ou le communisme ou je ne sais pas quelle forme de gouvernance, mais que ce soit une réalité africaine fondée sur l'essence africaine elle-même. Voyez, donc c'est à partir de là que le développement va se faire. Une autre solution, c'est de faire comprendre que l'Occident n'est pas toujours l'Eldorado, parce que la fuite des têtes pensantes africaines détruit l'Afrique, fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et l'attrait de l'Occident est une plaie pour le développement de l'Afrique. Donc, les autorités actuelles devront prendre conscience de cette réalité-là et commencer par mettre en place des instituts, des institutions et des structures qui vont capter la diaspora afin que la diaspora puisse revenir. J'ai vu des initiatives comme ça au niveau du Ghana qui non pas seulement veulent capter les têtes pensantes africaines qui sont allées à l'Occident, mais également les afro-descendants des États-Unis. Et ils ont initié même des journées du retour de la diaspora africaine. Et c'est des initiatives qui marchent dans d'autres pays également. Donc, je crois que c'est des initiatives qui doivent être répercutées dans d'autres pays et que des chefs d'État africains qui prennent conscience de mettre en place donc des initiatives qui vont capter donc l'intelligence africaine et la valoriser au niveau de l'Afrique. Je crois que je vais donc saluer l'AES qui est en train de faire quelque chose dans ce sens-là. Et j'ai vu le Burkina Faso qui met en place des initiatives pour créer leur propre richesse, ainsi que le Mali. Je crois que le Niger également va emboîter le pas. Et je crois que à partir donc de l'AES, beaucoup d'autres pays vont emboîter le pas, surtout les pays francophones. Le plus grand problème, c'est au niveau des pays francophones. Sinon, les pays anglophones, une fois que les pays francophones mettent en place les structures qui vont favoriser le développement de l'Afrique, les pays francophones vont joindre parce que c'est ça le problème. Ils nous attendent. Si on n'a pas réussi véritablement à mettre en place les États-Unis d'Afrique, c'est aussi, et même une monnaie commune en Afrique, c'est aussi parce que les pays francophones sont calqués, sont des éternels enfants qui ont la main tendue vers la France. Et donc, c'est un grand frein pour l'Afrique. Il va falloir donc que nous puissions travailler à ce que le divorce soit vraiment et totalement consommé avec la France. Cela va permettre à 15 pays États africains de pouvoir rentrer dans la moule du panafricanisme, dans la moule de la réalité africaine. Et c'est à partir de là que nous pouvons véritablement commencer un vrai développement. Il va falloir également que nous puissions sensibiliser également la diaspora africaine. Et la diaspora
africaine en Occident, à prendre conscience de cette réalité et à commencer à investir dans l'humain africain, à créer des institutions, au lieu donc de dilapider de l'argent et par-ci, par-là, de commencer à réfléchir à comment véritablement valoriser les fonds que nous avons en Afrique pour qu'elles puissent servir, pour qu'ils puissent servir à construire le citoyen, à investir plutôt dans l'humain africain. L'humain africain, investi dans l'humain africain, c'est investi dans la formation, dans la recherche, afin de pouvoir mettre en place des initiatives qui seront porteuses du développement de l'Afrique, comme la Chine l'a fait. La Chine a investi dans le chinois et le chinois a été envoyé un peu partout dans le monde pour aller capturer les techniques. Et aujourd'hui, la Chine est devenue le créancier du monde. Vous voyez, donc, alors que l'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour son autodéveloppement, il va falloir donc investir dans la recherche, il va falloir également investir dans l'humain africain afin de libérer l'éclosion de l'énergie africaine qui bouillonne en ces Africains-là. Je crois qu'à partir de là, et également on réussit à mettre des institutions fortes en place. Si on avait eu l'opportunité de discuter sur ce qui se passe au Niger, j'allais m'inscrire en faux sur la préoccupation du professeur qui ne supporte pas cette initiative de mettre en place un conseil de chefs traditionnels. Pour moi, c'est une initiative à valoriser parce que il parlait des valeurs africaines, des valeurs ancestrales. Et je me rappelle que les chefs traditionnels, ce sont les garants des valeurs africaines. Si donc on les valorise, je crois que à partir d'eux, ils vont pouvoir donc enseigner et éduquer les valeurs africaines. Voilà pour moi l'angle par lequel je vois l'initiative de créer un conseil des chefs coutumiers au Niger. Sinon pour continuer ou pour promouvoir les valeurs africaines ancestrales. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous sommes à 2 minutes donc de la fin. Je vais vous donner donc l'opportunité de conclure en 30 secondes très rapidement pour le plaisir de tous les téléspectateurs et pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Afro TV. Professeur, quelles conclusions pouvons-nous faire par rapport, surtout dans le cadre de trouver des solutions idoines pour ne pas que je me répète, c'est-à-dire que pour qu'on puisse savoir le nœud très rapidement et pour que d'autres ne prennent pas des initiatives pour contrecarrer et que cela se répète en Afrique, dans les autres pays d'Afrique. Oui, je crois qu'il y a urgence d'une refondation réelle et solide du Sénégal. Et cette refondation doit impliquer tous les Sénégalais, particulièrement ceux de l'arrière-pays, dont des villages qui ont toujours été laissés de côté. Il est important qu'on puisse maintenant partir d'eux pour refonder le Sénégal, bâtir un nouveau Sénégal, et non plus partir de la présidence avec le gouvernement pour aller vers le village, qu'on puisse aller plutôt en sens inverse, aller de village pour remonter vers la présidence. Donc les préoccupations partent de ce qui est donc la refondation, qu'on fasse comme ce qui a été fait au Niger, à partir des villages pour arriver maintenant avec des résultats qui vont être répandus à travers tous les pays pour que tout le monde puisse y aller. Donc moi, je trouve qu'il est important que le PASTEF aujourd'hui puisse refonder sérieusement le Sénégal et ne puisse pas attendre. Donc il y a vraiment des initiatives dans ce cadre-là pour une refondation du Sénégal sur de bonnes bases, qu'on puisse mettre en place un véritable processus de développement basé sur notre modèle ancestral et qu'on puisse désormais laisser tomber ce modèle occidental qui nous cause tellement de tort, qui nous empêche même de respirer, que nous puissions revenir à notre modèle ancestral à partir de la base, à partir donc du monde rural, de nos villages. C'est ce que je souhaite au Sénégal pour mettre fin à ce genre de pratiques de gabegie qui ne nous honorent pas du tout. Nous ne voulons plus qu'il y ait des dirigeants comme ça corrompus. Il faut de véritables dirigeants panafricains et africains sur le modèle ancestral, parce que nous n'avons pas notre modèle. Merci pour votre conclusion, Monsieur
Euh, monsieur Apom, votre conclusion, s'il vous plaît. Merci. Je crois que je m'inscris sur la même ligne droite que le professeur sur le retour aux sources africaines. Et c'est à partir de là que l'Afrique va renaître de ses cendres. Donc, je lance un appel pressant aux autorités sénégalaises à considérer le citoyen sénégalais comme la préoccupation première, c'est-à-dire que mettre le peuple au centre de toutes les préoccupations. Et donc, qu'ils vivent dans un village reculé, dans les hameaux comme dans la ville, dans les grandes villes, que le citoyen sénégalais soit la préoccupation. Et quand c'est la préoccupation, remplir donc les besoins fondamentaux du peuple sénégalais, à savoir la santé, l'éducation et le déplacement, la communication. Et voilà, à partir donc de ces différentes quand on réussit à remplir ces besoins fondamentaux du citoyen sénégalais, la deuxième étape sera donc de mettre en place des institutions fortes et des garde-à-vous, des garde-fous qui vont permettre de contrôler l'action de l'État. Et la Cour des comptes, renforcer la Cour des comptes, rendre la Cour des comptes un peu plus indépendante et plus autonome. Et d'autres institutions également, le Conseil économique et social, pourquoi pas, pour s'occuper donc de tout ce qui a rapport avec le citoyen sénégalais. Et maintenant, renforcer la décentralisation, c'est autrement dit donner le pouvoir également aux communautés locales afin qu'ils puissent gérer leur propre développement. Parce que, certes, c'est le Grand Sénégal, mais chaque communauté a ses réalités. Quand on décentralise le pouvoir, les communautés rurales comme urbaines vont pouvoir définir leur propre développement, qui va être le développement qui va permettre donc à partir donc de la base développer le Grand Sénégal. Et je crois que les autorités sénégalaises sont conscients de cette réalité et qu'ils y certainement travaillent. Et partant du Sénégal, que d'autres pays africains puissent emboîter le pas et renforcer pour la première et avant tout le citoyen, que le citoyen soit la préoccupation des autorités et qu'ils mettent les éléments à disposition de cette jeunesse-là. Ensuite, décentraliser la gouvernance et retour également valoriser ou revaloriser les traditions africaines, les pratiques africaines et que tout développement, le modèle de développement soit calqué sur nos réalités, sur nos traditions, sur nos cultures et sur notre façon de penser. Et c'est à ce prix-là que l'Afrique pourra véritablement se lever. Maintenant, à côté de ça, on pourra éliminer la corruption et également, peut-être, ça a été dit, que les chefs d'État prêtent serment sur les fétiches africains et non sur la Bible ou sur la Constitution. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à tous deux et merci à vous tous qui nous avez suivis. Nos émissions sont toujours en replay sur notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV.